On va parler de produits d'entretien et de nettoyage. On est un petit peu loin des ingrédients, de la formulation, du sourcing, comme on a vu ce matin. Ceci dit, si vous êtes un minimum impliqué dans la transformation de produits agroalimentaires, vous n'allez pas y couper. Il va y avoir plein de choses qui vont bouger en termes de nettoyage et de désinfection dans vos entreprises. Donc on s'est dit que c'était quand même un sujet majeur, important, qui est lié au changement, à l'évolution du règlement bio, et que c'était important finalement de le traiter aussi chez nous. Donc Bernard a pris ses gants MAPA. Oui. Pour vous faire cette petite introduction à ces changements. Merci. Alors, merci Gaëlle. Bonjour à toutes et à tous. Bernard Lignon, je travaille pour le Synabio. Je suis chargé de réglementation et de qualité. Le Synabio, c'est le syndicat des transformateurs et quelques distributeurs en France des produits bio. Je vous remercie d'être présent parce que hier j'ai fait une intervention, il y avait une personne, donc là Gaëlle m'a dit qu'elle avait fait appel à des figurants. Je vous remercie, je ne serai pas trop long. Hier c'était sur les pesticides, la clause de revoyure. Alors je me perçois quand même, je veux pas être sexiste, mais sur le produit nettoyage et désinfection, il n'y a pas que des hommes qui participent, donc il y a quand même des changements de mentalité à apporter. C'est important, les produits de nettoyage et désinfection. Alors, j'ai bien conscience que c'est pas le sujet le plus glamour de la journée. C'est super compliqué. Mais on va essayer de simplifier tout ça. Hop. Puisqu'en fait, avec l'entrée du règlement 848-2018 au 1er janvier 2022, la production végétale, mais aussi le secteur de la transformation biologique, devra respecter une liste positive de produits de nettoyage de désinfection. C'est ce qui est écrit dans le règlement 848-2018. C'est une très bonne idée, puisqu'aujourd'hui, seule la production animale était concernée. Pour autant, l'annexe qui devait être mise en place normalement au 1er janvier 2021 a été reportée une première fois, une deuxième fois, et on en est au 1er janvier 2024. Il est possible que ce soit pas forcément le dernier report. On va voir. On va faire un petit point de là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que cette liste sera prête au 1er janvier 2024 et où en est le secteur concrètement? Alors, un petit point à date. Donc, quand on regarde le contexte, il y a un contexte réglementaire où, effectivement, il y avait des exigences qui étaient limitées aux productions animales. Si on fait un petit flashback en arrière, en 2007, il y avait la volonté aussi d'avoir une liste positive de produits d'entretien de nettoyage et de désinfection, pour la production végétale. Et puis finalement, cette liste européenne n'a jamais vu le jour. Donc, dans certains pays, il y a eu une mise en place, en France, d'une liste positive, mais qui est spécifique à la France pour les productions végétales. Pas d'harmonisation. Et rien au niveau de la transformation. Il y a une volonté d'amélioration, effectivement, qui est louable. Et c'est vrai que, quelque part, j'ai tendance à dire, dans certains cas, que les produits de nettoyage et de désinfection sont transformateurs, ce que les pesticides sont aux agriculteurs. C'est un vrai moyen, un vrai levier de différenciation et un vrai outil sur lequel on peut peser sur l'impact de l'environnement. Et puis, au-delà de l'aspect réglementaire, parce que c'est quand même dommage de le faire parce qu'on est contraint, on peut aussi faire parce qu'on a envie de faire. Il y a une nécessité de cohérence éthique entre le secteur bio et l'utilisation de produits d'entretien qui seraient un peu plus environnementalement friendly. Alors ça, c'est le contexte. Et puis, il faut pas oublier la vraie vie, parce qu'on vit dans la vraie vie quand même. Et les produits de nettoyage et désinfection ont une vraie fonction. En général, je connais peu de gens qui font un gâteau et qui me disent « Bon, le gâteau est terminé, super, maintenant je vais pouvoir m'éclater, je vais pouvoir nettoyer. » Je connais pas beaucoup de personnes comme ça. Ça existe peut-être, mais c'est pas la majorité. En fait, on utilise quand même les produits de nettoyage et désinfection pour nettoyer et désinfecter. Donc, assurer une sécurité sanitaire auprès des consommateurs. Et ça, c'est fondamental. Et puis, il est vrai que ces produits ont un impact environnemental. Donc, quelque part, comment faire pour essayer de le limiter? Le choix
des substances dans un produit de nettoyage et de désinfection n'est qu'une petite partie de quelque chose de beaucoup plus global, qui est le planning de nettoyage, qui est l'organisation, parce que finalement, ce que je disais souvent dans mon ancien métier, c'est que si on veut pas nettoyer, tant qu'à faire, autant ne pas salir. Et ne pas salir, c'est pas si simple, mais ça peut se faire. Donc, il faudra là aussi englober cette question de l'utilisation des produits de nettoyage dans un contexte beaucoup plus global, typiquement le rinçage, donc l'utilisation de l'eau, etc., etc., l'énergie pour nettoyer, etc., etc. Alors, ça, c'est un peu comme un film d'horreur. Il faut mettre des éléments un peu problématiques pour faire peur. Donc, le premier élément qui fait peur, c'est le manque de clarté de la réglementation européenne. On parle de substances, d'une liste positive de produits dans l'article 24G. Mais qu'est-ce que sont les produits? Alors, produit de nettoyage, moi je vois bien Monsieur Propre, pour pas citer de marque. Bon, je touche 5 € chaque fois que je cite la marque. Et en fait, la commission, eux, ils pensent plutôt substance. C'est pas tout à fait la même chose entre un produit et des substances. Est-ce que dans un produit d'entretien, on considère les substances actives ou l'ensemble des substances qui composent un produit de nettoyage? Pas de réponse pour l'instant de la part de la commission. Est-ce que les produits concernés sont ceux qui vont être adaptés, utilisés pour nettoyer des plans de travail, des substances, des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, ou le sol, ou les mains, ou etc., etc. Aujourd'hui, on n'a aucune réponse de la part de la Commission européenne. On devait le mettre en place au 1er janvier 2021, je vous rappelle. Donc ça, déjà, ça fait peur. Mais après, ce qui est terrifique, c'est les produits d'entretien. Depuis que je travaille sur ce sujet-là, je ne fais pas la vaisselle de la même façon. Parce que c'est des produits qui sont très très compliqués. Il y a des agents de surface ou tensioactifs, c'est les nettoyants. Il y a des désinfectants, des produits biocides, parce qu'il faut bien détruire les micro-organismes. Et puis, il y a plein de coformulants qui ont leur importance. Alors, on pourrait dire, tiens, on pourrait enlever les colorants des produits d'entretien, de nettoyage, ça c'est pas mal. C'est vrai, c'est pas mal. Après, pour avoir traîné un peu dans les transformateurs, souvent, les gens disent, j'utilise le produit rose, et puis là, j'utilise le produit bleu. Et ça, c'est un élément qui est quand même assez important. Vous avez déjà nettoyé avec un produit translucide? Vous allez faire l'expérience. Madame, vous l'avez fait. Est-ce que vous voyez bien la quantité de produit que vous mettez, que vous utilisez, quand vous le mettez sur une surface blanche? Alors oui, mais non. Mais non en fait. Et du coup, peut-être qu'on a tendance à en mettre 2 fois plus. Donc finalement, c'est peut-être pas forcément bien. Dans ces coformulants, il y a des systèmes qui vont permettre que le produit accroche, adhère plus. Donc finalement, le temps de contact sera plus important. Le temps de contact étant plus important, le produit sera plus efficace. Donc, on pourrait très bien se dire, est-ce que on doit uniquement se focaliser sur une liste de substances qui seraient sur les tensioactifs, voire sur les biocides, qui sont la partie active du produit, et puis à côté, ne pas regarder tout ça. Donc ce serait quand même un peu dommage de dire on va mettre une pression et des conditions sur ces tensioactifs et ces biocides, et puis mettre n'importe quoi comme produit qui peut polluer l'environnement à côté. Donc, mais aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Troisième élément, et alors là, c'est plus qu'un film d'horreur, je vous recommande la lecture de tous les textes de loi en lien avec les produits chimiques.
REACH, CLP, le Ecolabel, tout ça. C'est passionnant. Et c'est passionnant parce qu'il faut en tenir compte. Et on va se rendre compte que finalement, il faut tenir compte de ces produits-là et de ces règlements par rapport à l'utilisation des produits. On a planté le décor. Donc maintenant, quels sont les enjeux? Ben, il y a un enjeu environnemental avant tout. Hein, à un moment donné, on vend des produits bio, tant qu'à faire, autant qu'il y ait un véritable impact par rapport à l'environnement. Et de pas dire, ben, on trouve une solution qui permet de sortir la tête haute, et puis finalement, ce ne soit que du greenwashing. Il y a un enjeu réglementaire, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution par rapport au règlement 848, qui est le règlement de base qui va être mis en place au 1er janvier 2022. Et c'est écrit dans le texte. Donc on va pas pouvoir ne pas l'appliquer. Après, on peut trouver des pirouettes. Dire une liste positive, c'est des fois dire ben c'est tous les produits sauf une liste négative. Donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis et on arrive à retomber sur nos pattes. Il y a aussi la prise en compte de la réglementation générale. Il y a un aspect aussi économique qui est important. Parce que si demain, les transformateurs n'ont plus de produits de nettoyage et de désinfection, ça va être un peu gênant. C'est-à-dire que les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire des produits bio? Ils vont les vendre, certains ok, mais tout ce qui est transformé, ça sera plus possible. Et par rapport aux consommateurs, ce sera compliqué aussi. Et il y a un autre aspect, c'est qu'à un moment donné, si on trouve une solution où le produit coûte 10 fois plus cher, eh ben, ça peut poser quand même quelques soucis aux utilisateurs. Et enfin, les enjeux éthiques, répondre aux attentes des consommateurs, et à commencer par leur santé et leur sécurité, et aller dans le sens de la bio, c'est vraiment des enjeux qui sont forts dans cette problématique. Alors, ce qui a déjà été fait, parce que ça devait être prêt au 1er janvier 2021, c'est pas du tout le cas, mais il y a quand même du travail qui a été fait. Fin 2019, la Commission a demandé aux États membres de remonter la liste des substances utilisées dans les produits de nettoyage et d'entretien. Ok? On avait 3 semaines pour le faire. Une éternité. Un truc simple, hein. Donc chaque pays a remonté à la Commission et ils ont fait la somme et ils avaient 1275 substances. Faire une liste positive avec 1275 substances, ça me fait encore rire. Ça sera, c'était bien une annexe de 10 pages avec des produits chimiques, etc., en disant c'est un règlement bio et encore des produits chimiques. Sauf que la Commission a compris que c'était pas possible. Alors ils ont dit, écoutez, ce qu'on va faire, vous nous donnez les 200 substances prioritaires. Ok. Mais prioritaires par rapport à quoi? Ils nous ont dit par rapport à la priorité. Ah d'accord, ok. Alors bon, ça tombe bien parce qu'en France, on avait 196 substances. Donc on a fait remonter 196 substances en disant, on est bon, hein. L'Allemagne et l'Autriche surtout, ils ont été très bons parce qu'ils sont meilleurs que nous en chimie. Et alors là, ils ont donné le catalogue Ecolab, là, tout y est allé, et on arrivait à... Ah non, là, excusez-moi, l'Allemagne, ils ont boudé. L'Allemagne, ils ont dit, on vous donne pas 200 substances. Donc c'était pour montrer qu'ils étaient très énervés contre la Commission. L'Europe, c'est quand même 27 pays, quoi, c'était 28, 27, ok. Il y a 9 pays qui ont répondu quand même, hein. C'est un sujet qui passionne l'Europe entière, les produits de nettoyage et de désinfection. Donc, ils ont dit, ok, on va regarder les substances qui ont été remontées, puis quand il y aura des substances qui ont été remontées par l'Allemagne, par la France, non pas par l'Allemagne, par la Belgique, par la France, etc., eh si plusieurs États membres ont demandé, on va les mettre plus prioritaires que des substances qui ont été demandées qu'une fois. Et puis, ils ont dit, vous pouvez aussi dire si certaines substances seraient à interdire. Et là, nos amis belges ont été très bien parce qu'ils ont dit, il y a 800 substances qu'il faut interdire. Ok, très bien, on leur a demandé, mais sur quoi vous vous basez? On attend la réponse. Mais du coup, ça a changé complètement l'ordre de priorité. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, à la fin, la Commission, ils ont dit, on a 116 substances prioritaires sur lesquelles on va demander aux États membres de fournir des dossiers, et une fois qu'on aura ces dossiers, on va faire la liste.
ils n'ont pas eu 116 dossiers. On va voir pourquoi après. Mais en reprenant ces 116 substances prioritaires, on avait fait une enquête auprès des adhérents du Synabio et on a commencé à regarder comment ça se croisait, les informations. Et là, il y a un tout petit détail, mais léger, hein. C'est que 80% des opérateurs avaient 0 produit conforme. C'est pas neutre quand même, c'est pas neutre. Donc à l'époque, on est retourné voir la Commission européenne en leur disant on pense qu'il y a un léger souci, mais pas grave, hein, léger. Parce que les 20% restants, ils n'avaient pas 100% de produits conformes non plus. Hein, mais donc là, ils ont dit ah oui, quand même, effectivement. Et puis on leur a donné d'autres arguments que je vais vous montrer après. Donc ils ont dit allez, on va prolonger d'1 an l'annexe pour les produits concernant les transformateurs. Entre-temps, il y a eu un rapport d'Ectop sur les produits nettoyage et on a eu une réunion le 3 mars 2021 avec une collègue néerlandaise qui est ici présente et pour présenter nos préconisations qu'on va vous montrer juste après. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? C'est que effectivement, il y a un règlement d'exécution le 2021-1165 du 15 juillet 2021 avec une annexe 4 qui est un peu vide, pas complètement vide, mais un peu vide, et qu'il va falloir remplir à partir et utiliser à partir du 1er janvier 2024. Alors, on a franchement cherché à coller au règlement au tout début. On a fini par jeter l'éponge, mais on s'est dit, si on n'arrive pas à respecter à la lettre près le règlement, au moins cherchons à respecter l'intention du règlement. Alors je me suis dit, nous nous sommes dit, on va faire une liste des avantages et des inconvénients. Et là, vous allez me dire, écoute Bernard, t'es un peu parti pris. Mais j'invite tout le monde à me dire, donnez-moi des arguments pour les avantages. Je les prends, je les rajoute, je peux faire un peu de place. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, les limites, il y a une première limite, c'est qui a la compétence, qui a les moyens financiers pour faire des dossiers sur les substances. Au niveau de la France, la FIS a fait une dizaine de dossiers en disant ça nous a coûté de l'argent, on y a passé beaucoup de temps, on va pas se taper les 1275 dossiers. Donc quand vous voyez qu'il y a 9 pays seulement qui répondent quand on leur demande de faire remonter des listes, mais pas des dossiers, là ça va être un peu compliqué. Ensuite, sur quels critères les substances seront-elles approuvées par rapport au dossier ? À un moment donné, il faut bien une règle du jeu, parce que sinon, c'est compliqué. Est-ce qu'il y aura une étude d'impact prévue ? Parce que nous, quand on s'est dit on va essayer de le faire, qu'on s'aperçoit que 80% des opérateurs ont 0 produit conforme, on se rend compte que c'est pas du luxe. Qui va gérer la mise à jour de l'annexe et à quelle fréquence ? Est-ce que c'est la commission ? On a quelques doutes. Ou Ectop, on a quelques doutes, puisqu'à un moment donné, ils ne feront qu'évaluer les dossiers qui seront remontés. Qui va remonter les dossiers ? Alors, un point aussi important, c'est comment prendre en considération le fait qu'une substance utilisée pure peut être dangereuse, mais si vous la diluez, elle peut ne plus être dangereuse, mais être efficace pour autant. Donc, pourquoi aller dire cette substance on ne la met pas parce qu'elle est dangereuse, et ce qui fait que ça laisse moins de choix possible, alors qu'on pourrait l'utiliser dans de bonnes conditions en étant dilué. A contrario, quand vous mettez plein de substances dans un produit d'entretien, il peut y avoir un effet cocktail. Et finalement, ce qu'on utilise, c'est le produit dans sa globalité. C'est pas chaque substance prise de façon isolée. Un autre point, là encore, parce qu'il y a plein de détails, finalement, on se rend compte que les opérateurs et les OC, comment sauront-ils que le produit est conforme ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation d'avoir la liste des ingrédients pour les produits d'entretien. Donc, avoir une liste positive d'un côté, pas de liste d'ingrédients de l'autre, cherchez l'erreur.
c'est un peu compliqué. Et là aussi, bon, ben, il y a un détail, c'est qu'est-ce que les consommateurs vont comprendre à tout ça. Mais c'est un détail, hein, les consommateurs, c'est quand même pas l'essentiel du business, on est bien d'accord. Alors, on a constitué, d'abord en France, puis après au niveau européen, un groupe de travail où il y avait les adhérents du Synabio, il y avait le ministère de l'Agriculture, de la transition écologique, la DGCRF, la FIS, qui est le syndicat des transformateurs et producteurs de produits nettoyage et désinfection, parce qu'ils sont un peu concernés. Il y avait l'ITAB, il y a toujours l'ITAB. Il y avait EcoCert, puisqu'ils ont écrit un cahier des charges éco-détergent. Il y avait une entreprise qui fabrique des produits d'entretien et nettoyage qui suit ce référentiel. Voilà, je dois en oublier. Et on a commencé à travailler au niveau français, c'était repris au niveau européen, et on a pris en compte l'ensemble des règlements européens, donc REACH, CLP, sur les détergents. Ah oui, excusez-moi, sur les détergents, au niveau européen, il n'y a pas de liste positive pour les produits conventionnels. Il y en a une pour les biocides, mais pas pour les détergents. Par contre, il fallait que le bio soit capable d'avoir une liste positive, ou doit être capable d'avoir une liste positive. On a pris le règlement Ecolabel, les règlements nationaux, et on a mixé tout ça. Et donc, on a regardé aussi tout ce la littérature qui existait, le rapport ECTOP, du FIBEL, les labels privés, les aspects techniques des produits dont j'ai parlé tout à l'heure, l'avis des parties prenantes, parce qu'à un moment donné, c'est important de considérer tous les besoins de toutes les parties prenantes. Et surtout, ce qu'on a pris en compte, c'est des informations disponibles sur les gammes de produits utilisés par les transformateurs bio. Alors, pour respecter l'intention du règlement, nous sommes partis de la vraie vie. On a fait le constat, c'est que, effectivement, on utilise des produits de nettoyage et désinfection pour assurer une sécurité sanitaire. Donc, pour nous, ça reste un must. Quelle que soit la solution, il faut que les opérateurs bio puissent assurer la sécurité sanitaire de leurs produits. Ça, c'est incontournable. Après, on s'est rendu compte que, finalement, les opérateurs bio en transformation utilisaient des produits, comme en conventionnel, qui n'étaient pas tellement soucieux de l'environnement. On s'est dit, quand même, par rapport à un règlement bio, il faudrait qu'il y ait des critères en lien avec l'environnement. On s'est aussi rendu compte que les opérateurs utilisent un produit fini. Il y a un bidon, c'est pas une liste de substances, c'est pas des substances les unes à côté des autres, mais c'est bien une entité. Et puis, une substance dangereuse, utilisée pure, ne l'est plus forcément quand elle est diluée dans le produit. Donc, on s'est dit, regardons les dangers au niveau du produit déjà. Donc les critères doivent porter en priorité sur les niveaux de danger des produits de nettoyage utilisés. Et dans un second temps, si on peut aller plus loin, très bien. Dernier point, il faut qu'on puisse contrôler que les produits soient conformes, puisque les opérateurs sont responsables. Et par ailleurs, alors ce qui est important, c'est que il y a des fiches de sécurité pour les produits d'entretien, pour lesquels certains dangers, certaines informations sont obligatoires. Donc, on a bâti notre préconisation par rapport à tout ça. Alors, finalement, notre préconisation, elle est relativement simple puisqu'elle tient en 3 points. Le premier point, c'est que pour pouvoir être utilisés en bio, les produits doivent respecter 3 critères de conformité. Un premier qui va concerner une liste de dangers, avec des dangers en lien avec la toxicité et la sécurité. Donc on en a pris 24, je vais vous les montrer après, et 6 dangers environnementaux. Le deuxième critère, c'est l'absence dans la composition de substances dangereuses suivantes, les SVHC et les PBT ou PVB, qui sont des substances particulièrement dangereuses et qui sont indiquées dans les fiches de sécurité dans la section 2.3. Le troisième critère, c'est l'absence de phosphate ou de phosphanate en lien avec l'environnement, sachant que ces informations sont dans la section 15 des fiches de sécurité, et pour les dangers
concernant les produits, ils sont dans le point 2.1. C'est bon? Ah, vous avez pu faire la vaisselle pareil maintenant. Hein. Ah, ça va être différent. Hein. Donc, voilà un petit peu la liste qu'on a prise en compte. Mais on s'est dit, proposer c'est bien, appliquer c'est mieux. Donc, on a mené une enquête au niveau européen avec 2 grandes questions. Est-ce que vos produits de nettoyage et désinfection que vous utilisez aujourd'hui sont conformes à notre proposition? Et une fois que vous regardez les produits qui sont conformes à notre proposition, est-ce que la gamme de vos produits vous permet de nettoyer dans de bonnes conditions? Alors, cette étude a été menée au niveau de l'Allemagne, la Belgique, la France, la Germanie qui ressemble un peu à l'Allemagne, hein, quelque part. Hein. Maintenant que je me le dis, et les Pays-Bas. Non, mais en fait, ils ont beaucoup contribué, les Allemands. Hein. C'est pour ça que je les ai mis 2 fois. Alors, les résultats, je ne vais pas vous en parler dans le détail, mais ils sont encourageants. Concrètement, sur les produits, on est à 50%. C'est le résultat idéal. Vous allez dire, il est complètement fou celui-là. Vous n'avez pas tort. Non, en fait, si on était à 0%, on aurait été trop restrictif. Si on était à 95%, on aurait été trop laxiste. Donc, ça veut dire qu'effectivement, 50%, pour un premier jet, c'est pas mal. Et puis, on s'aperçoit que dans le détail, quand on va dans le détail, bon, 17 000 données, hein, un bonheur. Que du bonheur, les produits de nettoyage. Sur toutes ces données, on se rend compte qu'il y a des critères qu'on ne trouve jamais. Donc, ça permet éventuellement de proposer à la commission une liste de dangers qui pourraient être pris en compte très rapidement et de pouvoir sortir la tête haute de cette impasse. Là aussi, 50% de non conformes, ça veut dire qu'il y a 50% de produits conformes. On a reçu plus des réponses sur plus de 2000 produits quand même. Hein. Concrètement, la moyenne utilisée, c'est 20 produits par opérateur. C'est quand même des questions à se poser, mais alors, soit il y a des vrais besoins spécifiques, soit il y a des commerciaux ou des produits de nettoyage et désinfection qui sont assez performants, soit c'est un peu les deux. Voilà, maintenant, il faut qu'on regarde un petit peu plus dans le détail, un focus sur les produits conformes pour voir par secteur comment on pourrait, là aussi, améliorer les résultats, tout en ne modifiant pas notre proposition. Et notre proposition, on peut là aussi se dire comment y aller par étapes. Donc, les prochaines étapes. On va refaire le point avec la commission, puisqu'on les a rencontrés le 31 mars, en leur disant, voilà notre démarche. Et Marianne leur a dit, mais c'est pas tout à fait le règlement, est-ce qu'on continue? Ils ont dit, oui, continuez. Et puis, si vous pouvez nous envoyer la présentation, c'est pas mal. Et puis, les résultats de l'enquête aussi. Ah, parce qu'ils nous ont appris ce jour-là qu'ils commençaient à travailler sur le sujet. On s'est dit, welcome. Que du bonheur en perspective. Donc, je me dis que ils ont été très agréablement surpris que les opérateurs viennent avec des solutions qui ne sont pas parfaitement adaptées à ce qu'ils voulaient au départ, mais qui permettent de trouver une solution pragmatique. Donc, on va refaire un point avec la commission et on va leur dire, est-ce que on continue ou pas? Parce que maintenant, il y a une étape qui est très importante, c'est qu'il faut inclure les opérateurs dans le changement. Vous savez tous, comme moi, que les opérateurs adorent le changement. Surtout sur des produits d'entretien qui leur permettent d'assurer la sécurité de leurs produits, les denrées alimentaires. Donc, déjà, alors que là on dit, c'est juste un projet, on regarde, on mesure, on sent qu'il y a une tension palpable de dire, oulala, où est-ce que tu nous emmènes là? Donc, il y a un vrai travail d'accompagnement qui va prendre du temps pour qu'à un moment donné, les opérateurs prennent confiance sur la solution, aient le temps de tester les produits, vérifient que ça marche bien, etc., etc. Et ça va pas se faire du jour au lendemain. Et si on n'a pas un peu l'appui de la commission, on va pas embarquer tout le monde en disant allez-y, il faut foncer, et puis dans 3 mois leur dire
c'était une blague. C'est pas ça du tout qu'il fallait faire. Parce que bon, quand on reviendra vers eux, ils vont nous dire, ok, d'accord. Hein. Donc, il faut qu'on se mette d'accord avec la commission. Qu'on voit avec ECTOP, qui est l'organisme technique qui conseille la commission sur ce sujet-là, quelle est leur approche. On la connaît un petit peu, comment on peut les aider sur ce dossier. Une approche aussi par État membre. Il y a un travail qui est mené avec le FIBOL, qui est un peu l'équivalent LITAB au niveau Suisse, Allemagne, Autriche. Donc il y a un institut technique des produits biologiques. Au niveau de l'AIS, qui est le syndicat européen des produits de nettoyage et de désinfection. Et aussi, alors, il y a un travail qui a mené avec la partie des agriculteurs sur les denrées animales et végétales. Et il y a tout le travail d'accompagnement, de préparation qui est à faire. Il y a un peu de travail, quoi. Hop. La conclusion. Ça y est, vous allez bientôt être libérés, hein. Ça va. On a cherché vraiment à anticiper le règlement parce qu'on a eu une grosse pression au début et on a vraiment cherché à essayer d'appliquer ce qui est écrit dans le règlement. Sans y parvenir, étant donné les trop nombreuses contraintes. Et franchement, on aurait trouvé une solution facile, on la prenait. Notre proposition, elle est basée sur une approche pragmatique, cohérente, avec les intentions de la réglementation bio. Elle est durable dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place tout de suite et qui pourront progresser parce que ça doit continuer à progresser. Elle intègre les besoins de l'ensemble des parties prenantes. C'est une solution à la fois simple mais exigeante. Voilà. Et en fait, ce qui est le plus important, et c'est ce qui fait qu'on a mobilisé toute cette énergie, c'est que quelque part, elle vise clairement une diminution des impacts environnementaux des produits de nettoyage, désinfection pour le bien-être de notre planète. Voilà. Je crois qu'il y a la dernière slide classique du « Je vous remercie ». Même pas. Bon, on était en panne de slides au Synabio. Donc, je vous remercie et je suis ouvert à toutes vos questions. Merci. Je regarde le temps, non? Je sais pas trop. Est-ce qu'il y a... C'est tellement clair. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Des réactions? Je me demande quand même si tu sniffes pas un peu trop de produits d'entretien des fois. Ce sujet, tu devrais prendre un peu de vacances. Des réactions du coup peut-être ou Oui, parce que je veux quand même être clair. Ça veut dire, moi je suis producteur et transformateur un peu. Oui. Actuellement, je suis pas obligé d'utiliser un produit bio. En produit de nettoyage et désinfection? En transformation? Non. on en découvre des choses. Madame, vous voulez réagir? Je disais, on venait chercher une solution, mais je vois que... Alors, c'en est une potentielle. Oui. Peut-être que c'est celle qui sera retenue. Je vais pas toucher de royalties, quoi. Mais Marianne et tous les gens qui travaillent sur ce projet, parce que je suis pas tout seul, hein, je le présente aujourd'hui, mais il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé dessus. Aujourd'hui, on est dans une impasse. Clairement. La commission, quand on leur dit, mais on ne répond pas exactement à ce qui est écrit dans le texte, est-ce qu'on continue? Ils nous disent oui. Il y a 3 ans, ils nous disaient, mais il y aura une liste positive au 1er janvier 2021. C'est écrit dans le texte. On disait, mais non. Ils disaient, mais si, c'est écrit dans le texte. Et depuis, ça a été reporté. Donc, ce qu'il ne faudrait surtout pas, c'est qu'à un moment donné, le sujet étant tellement complexe, qu'on dise, on le fait pas. Et on se dit, nous, même si c'est pas fait au niveau réglementaire, il y a quand même un devoir éthique d'utiliser des produits qui soient moins impactants sur l'environnement, sachant qu'aujourd'hui, quand on regarde les résultats, sur les 50%,
Sur les critères toxicité, sécurité, les résultats sont plutôt bons. Sur les 6 critères environnementaux, il y en a un où il y a 0 réponse. Donc celui-là, on pourrait l'adopter. Il y en a un où il y a 3 réponses. Et il y en a les autres, il y a beaucoup de réponses. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de produits qui présentent ces dangers environnementaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune pression sur les fabricants de produits de nettoyage et de désinfection. Donc c'est un peu logique, effectivement, qu'ils ne soient pas précipités pour travailler sur cet aspect-là. S'il n'y a plus de questions, ben, je vous souhaite de faire la vaisselle avec un regard un peu différent. Oui, madame? Je me demande si les compagnies donc agroalimentaires peuvent être aidées avec une liste de fabricants de produits de nettoyage, dans le fond, pour les aider à faire un choix logique, biologique. Alors, on travaille avec l'AFIS au niveau français, qui est l'association des fabricants de produits de nettoyage et désinfection, et au niveau européen, l'AIS, ou l'AIS, je sais pas comment ça se prononce. Parce qu'à un moment donné, ils auront la compétence sur la connaissance technique des produits, c'est eux qui peuvent les transformer, et nous, on a la compétence sur le règlement bio. Et ça se passe en bonne intelligence. Alors, effectivement, aujourd'hui, on avait une réunion il n'y a pas très longtemps avec l'AIS où ils ont repris le dernier rapport ECTOP et ils ont dit, bah ça, c'est pas terrible, ça, c'est pas terrible, ça, c'est pas terrible. On a dit, bah oui, on fait le même constat que vous, mais qu'est-ce que vous proposez? Et alors on a dit, mais si vous proposez rien, nous on peut vous aider on a une proposition. Quand on peut rendre service, voilà. Donc aujourd'hui, il y a une question, c'est de se dire pourquoi on a autant de produits qui sont utilisés. C'est peut-être normal. C'est peut-être là aussi à réfléchir. Mais c'est vrai que par rapport au changement, une entreprise qui a trouvé des produits d'entretien et de nettoyage qui fonctionnent bien, c'est pas des produits de nettoyage et d'entretien, c'est des produits de désinfection et de détergents qui fonctionnent bien, ils veulent pas changer. Parce qu'ils savent que grâce à ça, ils vont assurer la sécurité sanitaire, donc ils veulent pas changer. Et dès qu'ils ont un petit problème, 2-3 microbes qui se multiplient, on leur dit, ah ben, il faut utiliser tel produit, ça marche, ben, ils bougent plus. Donc, il y a quand même un travail d'accompagnement des opérateurs qui est très important, qui va se faire grâce au Synabio et aux organismes comme le Synabio, mais qui doit se faire aussi, comme vous le dites, avec les fabricants de produits d'entretien. Et à un moment donné, il faut que la solution ne pénalise pas les fabricants de produits d'entretien. Il faudrait pas, surtout, qu'ils se disent, ah ben tiens, c'est facile, là, il y a des produits qui sont non conformes parce que sur les dangers environnementaux, on n'est pas bon. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va diluer. En diluant, on garde la substance dans le produit, mais le produit n'est plus non conforme. Mais il faut en utiliser 2 fois plus. On veut surtout pas ça. On veut surtout pas ça. On a déjà pris en compte ce qu'il pourrait faire, effectivement, qui serait une fausse bonne idée. Après, on ne dit pas qu'on a les bonnes idées, mais aujourd'hui, quand on discute avec eux, on comprend à peu près, on parle à peu près la même langue, et eux, ils parlent notre même langue. Ils disent c'est le sens de l'histoire. Et quelque part, s'ils progressent pour le secteur de la bio, ils vont progresser pour les autres. Et là encore, sur les 2000 produits, plus de 2000 produits, il y a 50% de non conformes, mais il y en a 50 qui sont conformes. Donc il y a 1000 produits qui sont conformes. Donc déjà, avec 1000 produits, est-ce qu'on peut pas arriver à faire des choses intéressantes? Et une fois qu'on y arrivera, eh ben, on ira plus loin en étant plus exigeant sur d'autres paramètres, sur des dangers qui seront spécifiques à la substance et non plus au produit, etc., etc. Bon. Dernière question? Non, c'est bon? De toute façon, peut-être tu restes quelques minutes là, ou sinon, de toute façon, tu es disponible sur le stand du Synabio. Oui. Si jamais une question, vous revenez d'ici demain. Demain, je serai peut-être pas là. Ah, tu seras peut-être ouais, pas. voilà. Bon, bah, d'ici la fermeture de ce soir, donc le stand du Synabio est pas très loin. Là, Voilà, juste dans l'allée c'est centrale. J32. Voilà. Voilà.
Eh ben, je vous remercie pour votre patience et pour votre écoute. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup Bernard, merci à tous et puis bonne fin de journée.